toujours dans l'anthropométrie. Et dans cette vidéo, je vais parler des facteurs qui influencent la croissance humaine. Disons déjà que dans la croissance humaine, il y a une interaction entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux n'est pas linéaire et leurs différents effets ne se cumulent pas nécessairement. Comme facteurs, on va classifier les facteurs en deux grandes classes, les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Commençons par les facteurs endogènes. Et comme premier facteur, on va parler des facteurs endocriniens, c'est-à-dire l'ensemble des hormones qui sont sécrétées dans l'organisme durant la croissance. Et l'organe de par excellence qui sécrète plusieurs hormones, c'est l'hypophyse. Et l'hypophyse sécrète les hormones telles que l'hormone de croissance, l'adénocorticotrope, l'hormone lutéinisante, la prolactine et même la vasopressine. Et il y a aussi les facteurs génétiques. Quand c'est concerne les facteurs génétiques, on va évoquer l'héritage, on va évoquer aussi la taille et la forme. Disons qu'en ce qui concerne l'héritage, il y a les corrélations des caractéristiques des membres de la famille du premier degré. On peut aussi parler de l'évaluation de la corrélation et le degré d'héritabilité. Passons maintenant à la taille et la forme. Disons que sur le poids à la naissance, le rôle du facteur maternel est dominant, tandis que dans les stades ultérieurs, c'est la composante génétique qui prédomine. Il y a aussi des diverses dimensions linéaires qui ont montré une bonne corrélation entre les parents et les enfants. Et il est estimé que chaque parent contribue de la même manière à chaque descendant. L'héritabilité aussi des dimensions squelettiques semble plus grande que celle des dimensions des parties molles. Enfin, disons que la croissance, dans toutes les caractéristiques anthropométriques, montre une composante héréditaire notable. En ce qui concerne les différences de genre, disons que les différences de croissance entre les garçons et les filles peuvent déjà être apparentes pendant la vie intra-utérine. Et les différences sont généralement modestes jusqu'à la poussée pubertaire chez les filles. La poussée pubertaire chez les filles survient à l'âge de 11 à 13 ans. Et les filles sont en moyenne plus grandes que les garçons du même âge. Cela peut expliquer la raison pour laquelle les filles ont tendance toujours à se mettre avec les garçons très âgés qu'elles. Et si on parle de la différence entre les populations, il faut dire qu'on peut évoquer les différences entre les populations pour les dimensions corporelles, pour les proportions corporelles, c'est-à-dire les formes du corps, pour le moment et le rythme de croissance. Et il faut dire que diverses études suggèrent qu'une partie importante des variations interpopulationnelles, c'est-à-dire entre les populations, dans la croissance et le développement, ont une base génétique. Ça, c'est ce qui comprend les facteurs endogènes. Parlons maintenant des facteurs exogènes, les facteurs extérieurs. On va commencer avec les facteurs nutritionnels. Disons que la nutrition, déjà, pour commencer, c'est le processus par lequel un organisme vivant transforme les solides et les liquides étrangers en substances nécessaires à sa vie, à sa croissance, au maintien de la fonction organique et à la production d'énergie. Disons que dans le passé, on se nourrissait de ce que l'environnement nous fournissait. Maintenant, il faut dire que l'économie et le pouvoir politique contrôlent les choix alimentaires et évaluent l'adéquation de l'apport alimentaire. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de choisir ou de tolérer une grande variété d'aliments et le type de régime. Donc il existe un large éventail de régimes alimentaires capables de répondre à nos besoins nutritionnels et de favoriser aussi une croissance optimale. Donc l'importance des substances alimentaires pendant la croissance est vraiment évidente. Et les besoins en calories dans l'organisme en croissance alimentaire sont, disons, 50% de calories sont utilisées pour le métabolisme de base. 3,8% sont consommés pour une action dynamique spécifique des aliments. 15 à 25% sont consommés pour l'activité musculaire. Et 10 à 15% pour la croissance. Alors, disons que pour le nutritionniste, le développement des masses musculaires et adipeuses, les localisations ainsi que les masses squelettiques sont vraiment importants. Mais pour l'orsologue, c'est celui qui s'occupe de l'orsologie, qui a étudié l'orsologie. L'orsologie, c'est une spécialité médicale qui traite et étudie la croissance physique des individus pendant leur période de développement. Donc l'orsologue, pour lui, l'évaluation de la taille et des dimensions corporelles est importante. Et les incertitudes de croissance peuvent être perçues comme un premier signe de mal ou de mauvaise nutrition. Donc la taille peut fournir des informations sur ce qui est
sur ce qui s'est passé au cours des années précédentes. Et le poids aussi de son côté est l'expression de l'état actuel de l'organisme et implique de nombreux aspects. Disons que le pourcentage de personnes qui présentent une suralimentation dans le monde aujourd'hui est analogue à celui des personnes qui présentent une sous-nutrition ou une sous-alimentation. Dans la famine et la sous-nutrition entraînent des dommages plus importants chez les enfants parce que ça entraîne une augmentation de la probabilité de maladies, de dommages physiques et dommages physiques et mentaux et de risque de décès. Par contre, la suralimentation entraîne des dommages plus évidents chez l'adulte, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète non insulinodépendant. La période la plus à risque de la malnutrition semble être celle qui va de la naissance jusqu'à 5 ans. Et le type de malnutrition le plus courant est celui des protéines. Dans les pays en développement, 10 à 15% des enfants ont une croissance insuffisante avec une taille inférieure à 2 fois l'écart type par rapport à la moyenne de la population. La malnutrition chronique entraîne des tailles plus basses que la normale pour la population à laquelle il appartient. Et disons qu'il est bien documenté qu'il existe une synergie entre la malnutrition et la morbidité. Alors pour ceci, disons que dans les pays en développement, entre 42 et 57% de décès entre 6 mois à 5 ans sont dus à l'effet de renforcement des dommages causés par d'autres maladies attribuables à la malnutrition moyenne et modérée. Donc il faut distinguer les effets nutritionnels sur le temps de la croissance, la taille définitive, la forme et la composition des tissus. Alors toutes ces statistiques viennent proviennent de l'Organisation mondiale de la santé, de la National Institute of Health des États-Unis. Et ce que je viens d'évoquer, ça concerne la malnutrition, la sous-nutrition. Maintenant, en ce qui concerne la suralimentation, disons que l'obésité peut être surmontée par un équilibre énergétique correct, qui ne doit pas oublier l'apport énergétique nécessaire à la croissance. Je vais une fois évoquer les causes de l'obésité. Le manque d'activité, l'utilisation abusive de moyens de transport, abusive de passer devant l'ordinateur, la télévision, les consoles de jeux. Par ailleurs, l'équilibre énergétique doit être compensé par une augmentation de l'activité physique. Si on consomme tellement de certaines substances, certains aliments, c'est important de pouvoir augmenter aussi le niveau d'activité physique pour avoir un équilibre énergétique. Parlons des facteurs environnementaux ou géographiques. On a la température, le climat, l'altitude, les facteurs anthropiques comme la pollution, les métaux lourds comme le plomb, pesticides et herbicides, les radiations, le bruit, tous ces facteurs peuvent conditionner la croissance. C'est ce qui comprend les facteurs géographiques ou environnementaux. Et aussi les facteurs psychologiques et les facteurs économiques et sociaux qui sont aussi très importants. Et pour ce, il faut dire que les conditions de logement, le nombre de pièces, la profession du père, des parents, le niveau d'éducation des parents, les facteurs socio-économiques, la nutrition, les facteurs familiaux, les facteurs environnementaux, urbains et ruraux jouent un rôle aussi important. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'environnement urbain et rural, il faut dire que l'environnement urbain favorise un développement somatique et intellectuel plus rapide, tandis que l'environnement rural favorise un développement pondéral plus important et qui ralentit ainsi la croissance en taille.